Par exemple, quelqu'un peut être au courant de certaines informations et ne pas vouloir se découvrir en donnant ça aux journalistes. Quelqu'un peut être dans une entreprise, dans une administration, dans un service, être au courant de certains faits. Vous avez vu Deep Throat, la gorge déployée qui donnait certaines informations aux journalistes. Par exemple, le devoir de réserve, le secret, l'empêche de révéler certaines informations officiellement, ouvertement. Maintenant, il peut s'approcher des journalistes pour leur donner ces informations. Maintenant, les journalistes ne vont pas les citer. Ça, c'est des sources anonymes. Mais d'habitude, les journalistes travaillent avec des sources connues, réelles. Les sources peuvent être des sources documentaires. Alors, vous voulez faire un article sur un sujet, vous allez voir la documentation qu'il y a sur le sujet. Les sources peuvent être des sources vivantes humaines. C'est-à-dire, comme tout à l'heure l'exemple qu'on a donné, vous voulez faire un dossier sur le niveau de l'université, le niveau des étudiants, vous allez interroger des personnes plus ou moins expertes. C'est-à-dire des gens qui connaissent un peu le secteur de l'enseignement supérieur pour avoir eu une expérience de plusieurs années. Vous verrez peut-être des gens qui sont plus ou moins détachés, qui ne sont pas forcément à l'université, qui ont un regard sur la société, sur les dynamiques de changement, etc. C'est une source d'information aussi. Les étudiants, c'est une source d'information. Même les parents, est-ce que les parents, peut-être l'importance qu'ils donnaient à l'éducation, la surveillance, l'encadrement, tout cela, est-ce que ça existe toujours? C'est une source d'information. Vous allez aussi les interroger, etc. Il y a plusieurs sources. Donc souvent quand on dit source, c'est là où on va recueillir des données brutes. Données brutes des personnes, peuvent être des acteurs, peuvent être aussi des observateurs, des experts, etc., etc. En tout cas, toutes les parties prenantes pour avoir la chance de faire le tour et d'avoir interrogé toutes les parties prenantes pour avoir un meilleur éclairage sur un fait. Et plus le spectre est large, plus les sources sont diversifiées. Parce que même s'il y a un conflit quelque part, une situation, un événement, vous venez assister où il y a un accident ou je ne sais pas, un incendie. Prenons le cas d'un incendie. Il y a un incendie dans un marché. Vous venez seulement interroger les commerçants qui ont perdu peut-être de l'argent, de marchandises, etc. La version qu'ils vous donneront sera une version parcellaire, biaisée. Ils vont accuser peut-être la Sénélec, ils vont court-circuit, je ne sais pas, ils vont accuser, je ne sais pas, quel autre responsable, mais, ou le maire, ouais, etc., etc. Mais c'est à la charge du journaliste de diversifier ses sources, d'aller interroger par exemple la municipalité, je ne sais pas, la Sénélec si c'est possible, les sapeurs-pompiers pour voir selon eux qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cet incident. Et là, vous verrez que, alaykoum salam, vous aurez une qualité de l'information. Le produit qui sera issu de cette enquête-là sera plus important que si vous interrogez seulement un acteur ou une victime. Donc les sources d'information pour écrire doivent être... on parle même souvent de phénomène de triangulation. Quand on fait ce produit, hein, ou quand il y a un conflit, par exemple, supposons qu'il y ait un conflit, je ne sais pas, sur des retards de bourse. Si vous voulez vérifier cette information, interroger les étudiants, c'est plus que nécessaire. Il faut aussi aller interroger la direction des bourses. Mais vous ne devez même pas vous
limiter à ces deux acteurs, il faut interroger aussi une personne relativement neutre, c'est-à-dire qui n'est pas directement concernée par l'événement. Par exemple, je ne sais pas, un spécialiste des finances publiques. C'est-à-dire quelqu'un qui est détaché. C'est-à-dire, vous interrogez les deux parties en conflit, les étudiants et les autorités, et vous allez aussi interroger une personne relativement neutre. Par exemple, quelqu'un qui connaît bien comment fonctionnent les finances publiques, un économiste, je ne sais pas, un gestionnaire relativement détaché. Et vous allez prendre toutes ces opinions-là, qui sont des données plus ou moins brutes. Le journaliste est censé en faire un produit, un output. Donc vous prenez ces inputs-là, étudiants disent que oui, l'État ne nous donne pas nos bourses, etc. Vraiment, alors qu'eux, ils ont leur salaire, etc. Attends-nous jusqu'au 17, on ne perçoit pas le salaire. C'est un point de vue. La direction dit oui, on nous a tardivement donné peut-être les listes, etc., etc. Il y a quelques tensions, voilà, on donne son avis. Et vous allez interroger une personne qui s'y connaît, un expert, qui donne aussi un point de vue. À charge maintenant pour le journaliste d'essayer de combiner ces différents points de vue, ces différentes positions pour produire de l'information. Donc l'information est un produit qui passe à travers un processus de collecte, de recueil de données, qui essaie de les manipuler dans le sens positif, je veux dire traiter. Comme quelqu'un qui veut faire des beignets, qui achète de la farine, hein, les bonnes dames, qui achètent du sucre, qui achètent du lait, après vous malaxez ça, et vous mettez ça dans le four. Et quand ça sort, ça devient un produit fini qu'on peut consommer. Donc l'information, c'est une denrée, c'est un produit. Certains disent que des fois c'est une marchandise qu'on vend. L'observateur ou l'enquête ou un autre journal peut vendre le produit qu'il a collecté, traité, analysé avant de le diffuser. Donc 3 étapes. Collecte. La deuxième étape c'est quoi? Traitement. Et la troisième étape c'est bon, l'analyse c'est presque le traitement. La hiérarchie. Dans la hiérarchie, on peut l'intégrer dans la grande partie du traitement. Quand vous aurez fini toutes ces diffusions, voilà. Diffusion. La diffusion peut avoir plusieurs formats, diffusion radio, où le journaliste, le présentateur vient lire les nouvelles. Comme vous l'entendez le matin à la radio, peut-être le soir ou à midi à la télé, ou quand vous avez votre journal, c'est la phase diffusion. C'est-à-dire ce qu'on a collecté, analysé, traité, après avoir suivi un canevas professionnel. La troisième phase, c'est la diffusion. C'est-à-dire on délivre le produit aux consommateurs, aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs. Maintenant, il y a un grand média qui est en train de prendre le lead, c'est Internet. Internet, les sites web, les réseaux sociaux, etc. Twitter, Facebook, Instagram, etc. On collecte, on recueille les différentes données, traitement à travers des méthodes, une méthodologie professionnelle, et puis à la fin, on diffuse. Souvent, les gens ont tendance à brûler les étapes. C'est-à-dire, je reviens d'un reportage, je commence à rédiger. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aguerri, qui a l'expérience, peut le faire. Parce que souvent aussi dans les médias chauds, comme on les appelle, la radio, la télé, tu n'as pas beaucoup de temps pour suivre les différentes étapes. Dès que tu reviens de reportage, même des fois dans le véhicule de reportage, tu commences à rédiger ce que tu as enregistré au micro ou devant la caméra ou
la formule que vous voulez choisir. On saute les étapes. Mais c'est toujours bon de respecter les différentes étapes. Vous recueillez les données, vous essayez de les hiérarchiser. Quelle est l'information principale? J'ai participé à une conférence de presse. Quelle est l'information principale? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Aussi, ne s'agissait, parce qu'on le verra, surtout dans la presse écrite, pourquoi il était nécessaire d'écrire de manière renversée. Des fois, les secrétaires de rédaction ou le rédacteur en chef, quand ils ont des difficultés d'espace, ils coupent les articles. Et si vous mettez le plus important en bas, on coupe l'essentiel. Parce que lui, des fois, le secrétaire de rédaction, il ne s'occupe pas un peu du fond des articles. Il voit juste la forme, il a quelques problèmes d'espace. C'est vrai que avec le numérique, c'est un peu plus facile. Mais avant, les mises en page étaient plus difficiles. Et dès que le secrétaire de rédaction a quelques difficultés, il se dit que bon, c'est l'accessoire qui est en bas, je vous mets, ça ne va pas dénaturer l'article. Et maintenant, si vous attendez la fin pour donner la bonne information, on va la couper. Donc il faut toujours commencer par le plus important, ce qui ne peut pas manquer d'être dit, la priorisation, la hiérarchisation de l'information. Hiérarchiser. Du plus important au moins important. Voilà. Donc, collecte, traitement, diffusion. C'est bon, des questions? Oui? Ouais. Mais l'information qu'on a collectée n'est pas durée de vie. Oui. Si n'est pas publiée à temps, on risque d'être dépassé. C'est vrai. Par rapport au journal. Au journal. Très bien, très bien. Oui, l'information journalistique, ce qui est une nouvelle aujourd'hui, ou peut-être à midi peut ne plus l'être à 20h. Ouais. C'est une denrée périssable. Périssable. Rapidement périssable. Est-ce que vous entendez parler aujourd'hui de l'affaire Prodac? Alors qu'il y a un mois, tous les journaux ne parlaient que de l'affaire Prodac. Coupe du Monde, qui en parle aujourd'hui? Parce que ça ne fait plus l'actualité. Donc même s'il y a des informations relatives à la Coupe du Monde, peut-être c'est en dernière page ou dans les fins fonds. C'est ça. Donc la vitesse aussi, on le verra dans les médias, c'est une réalité. Il y a même ce qu'on appelle la course au scoop, des exclusivités, des choses dont on est les premiers à être informés. Il y a même des journalistes qui sont entre guillemets spécialisés en scoop. Maintenant, le risque avec les scoops aussi, le danger, c'est qu'on ne prend pas le temps de tout vérifier. De tout vérifier. Hein? Un ami ou un politicien, ou un syndicaliste, je sais quel autre acteur vous appelle, vous dit que telle chose s'est passée. Oui, peut-être que c'est vrai. Mais est-ce que c'est la façon dont il vous l'a narré que la chose s'est passée? Est-ce qu'il faut vous fier seulement à sa parole pour diffuser cette information? Quelle que soit la confiance que vous avez par rapport à cette personne. Et le Coran le dit. Hein? Quand on vous amène une nouvelle, il faut la vérifier. Et il précise même dans le verset que si vous ne faites pas ce processus, vous ne respectez pas ce processus de vérification, de recoupement, les journalistes parlent de recoupement. Tamba me dit une information, c'est vrai, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais peut-être qu'il n'a pas toutes les données. Ce n'est pas un manque de confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je veux bien avoir confiance en lui.
cela ne doit pas m'empêcher d'avoir une source complémentaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour recouper. Si ça se corrobore, si ça rejoint ce que Tamba m'a dit, donc il y a plus de chances que la chose soit vraie. C'est-à-dire que la chose se soit produite comme on l'a rapporté initialement. Parce que souvent, c'est des choses auxquelles on n'a pas assisté. Souvent, le journaliste, très souvent, je ne dis pas toujours, il relate des choses auxquelles il n'a pas assisté. Lo fekkee wul nag boo koy nettali ku yem ci kenn ku ko fekkee woon rek wala kenn ku ne la fekkee naa ko da ngay dem déglu ñeneen ñoo xam ne tamit fekkee nañ ko nga càmbar mooy analyser, tu traites. C'est ça la maîtrise de l'information. Mais tel rek nga ne damm. Donc ça peut être une perception nit mën na dégg benn affaire rek ñëw wax la parce que moom lu ci feeñ des fois. Par exemple, on a licencié, je ne sais pas, 50 personnes dans une entreprise. Un syndicaliste, lui, il défend ses collègues. Pourquoi on les a licenciés? Hein? C'est vrai, ça peut être un fait. Est-ce que c'est un licenciement? Tout cela, il faut vérifier. Allez écouter la direction. Allez écouter peut-être un inspecteur du travail. Lui demander son opinion, ou pas son opinion, son expertise, ses avis d'experts. Et là, maintenant, souvent, quand vous voulez être le premier à le dire, vous courez le risque de ne pas bien le dire. Il y a des gens qui ont marre de corps, avec moi, c'est scoop, scoop, exclusivité, radio tel, exclusivité tel, on a un scoop. Parce que le scoop aussi, ça attire. À l'époque, à Walfadjri, quand on avait un scoop, on mettait les chariots de feu. Tout le monde bon, RFM aujourd'hui ils ont aussi leur générique quand ils ont une exclusivité, même à 11h52 ils mettent ça, ils n'entendent pas le journal de midi des fois, sur FM, etc. Les autres radios aussi, FM, CNTV, dans les journaux aussi, exclusivité. Les gens aiment bien les exclusivités, mais il y a chez certains, ils disent qu'il faut privilégier la vérité des faits sur l'exclusivité, sur le scoop. Parce qu'une fois que vous avez donné l'information, ça peut porter préjudice à quelqu'un. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Même la crédibilité du journal, à force de donner des choses qui ne sont pas exactes, souvent on perd la crédibilité. Oui. 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 Nécessaire. Oui. Oui. C'est important. Oui, oui. Bon, c'est vrai. Souvent même certains disent que bon, il y a certains faits divers que les gens qui bon, ça relève beaucoup plus des fois de l'imagination que de faits réels. Hein. On n'a pas la possibilité de vérifier tout cela. C'est ça. Bon, c'est vrai que c'est une tendance actuelle. Les gens ne procèdent pas à toutes les vérifications nécessaires parce qu'il faut vraiment sortir quelque chose dans le journal, quelque chose dans l'édition de midi ou de 13h, donc des fois c'est du remplissage. Hein. Je ne critique pas tous les journaux, mais il y a certains qui le font. Quelqu'un même avait annoncé une naissance au palais dans un journal. Il disait que la première dame avait accouché. C'était écrit dans un journal noir sur blanc. Ouais. Ouais. C'était pas le cas. Non, dans un journal, non. Il n'a pas révélé sa source. Mais on a dit, oui, la première dame a accouché. Parce que, qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans cette affaire-là? La vérification. Certainement que ces journalistes qui ont écrit cette information, entre guillemets, information, parce que c'est pas vrai, c'est une information fausse.
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, il y a beaucoup de fake news. Des gens qui créent de toutes pièces des faits et qui les divulguent. Et ça peut-être un aspect viral. Vous savez ce que fait le virus. Maintenant, il y a des choses qui sont virales. Une fois, surtout avec WhatsApp, Facebook, des fois on peut poster ou envoyer une fausse information à un ami et les gens avec des groupes relais. On ne vérifie même pas. On ne vérifie même pas. Et même des fois, chez des personnes très averties, on diffuse des informations. Moi j'ai vu dernièrement des frères diffuser presque des insultes dans le message d'Orange. La journée de boycott. Si vous voyez le message, il y a des insultes à l'intérieur. Hein? Il y a des insultes. Mais les gens, comme ils ne prennent pas, ceux-là qui diffusent, bon, à leur décharge, ce n'est pas eux qui insultent. Ils ont juste lu peut-être les premières lignes. Boycott Orange, ouais, ils nous arnaquent. On transmet. Et vous verrez dans le message, moi j'ai encore le message. Il y a une insulte très qui. Donc, nous ne devons pas être des vecteurs d'insultes. Hein? Que dit le Coran à propos de personnes avec qui on est en conflit? Voilà, il dit maintenant, même si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il faut être juste. Vous ne devez pas l'insulter, vous ne devez pas utiliser des mots déplacés, etc. Ça aussi, c'est un peu la société de l'information. On transmet, on diffuse, on ne prend pas le temps. Parce que je peux être fondé à soutenir la campagne contre Orange, parce que j'ai des griefs contre cette société. Mais quand on m'envoie un message, j'essaie d'enlever des choses que je ne partage pas. Si on insulte et qui j'enlève les insultes, je peux partager ce qui est bon. Ceux-là qui écoutent une parole, qui entendent une parole et qui en tirent le meilleur. Mais balancer rek, il y a icône transfert, partager, ça aussi c'est un des grands problèmes, le manque de vérification. Alors qu'il y a 14 siècles, le Coran nous disait qu'il fallait être très très vigilant. Sinon vous risquez de porter préjudice. Parce que l'information, ma grand-mère disait, wah, comme balle, c'est comme un pistolet que vous tirez, duquel vous tirez une balle. Une fois que c'est sorti, le mal est déjà fait. On dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler, mais aussi avant d'écrire, avant de diffuser une information. D'où l'importance de la phase traitement, d'analyse. On ne se précipite pas. Hein, les commentateurs sportifs disent qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut être rapide. Hein, c'est vrai qu'il faut courir, mais dans le temps, sinon vous risquez de tomber. Et quand vous tombez, les autres vont vous dépasser. Alors que si vous étiez peut-être serein, prudent, mais peut-être un peu plus déterminé, volontariste, c'est-à-dire la vitesse, vous auriez pu avoir les deux résultats. La vitesse et la vérité. Donc, traiter. Maintenant, les techniques, on peut toujours bien les utiliser. Parce que aussi, si vous êtes dans un environnement où vous êtes en concurrence, où il y a, peut-être même si ce n'est pas une concurrence commerciale, les gens sont exposés à des milliers de faits, d'informations. Il faut avoir une sorte de marketing pour pouvoir attirer l'attention. Maintenant, attirer l'attention ne doit pas vous pousser à dire des choses qui ne sont pas vraies ou à vulgariser le mal. Nous, la difficulté, c'est qu'on peut connaître les techniques, mais est-ce que cela qu'on diffuse est utile? Ça doit être vrai. Mais si c'est vrai, est-ce que c'est utile? Ça doit être utile. Donc on ne partage pas toutes les informations. Même des fois si elles sont vraies. Même si elles sont vraies. Je peux être au courant, peut-être
de turpitude d'un dirigeant. Ouais. Mais est-ce qu'il faut obliger de le dire comme ça, Djebaneko? C'est pas la déontologie de certains. Les gens, dès qu'ils sont au courant du direct, demain à la une, on met ça pour les crédibiliser. Les gens trouvent même certaines personnes dans des lieux privés pour vulgariser, relater ce qu'ils ont fait. Alors que même en islam, quand quelqu'un fait ces choses illégales dans un cadre strictement privé, ça ne nous regarde pas. Pourquoi on dit que quelqu'un qui commet l'adultère ou la fornication, il faut 4 témoins? C'est qu'il n'a pas fait dans l'espace public. 4 témoins. À dire, c'est pas Bachir qui est au courant, qui appelle Tamba, qui m'appelle, venez voir. Non, non, témoin qui. Ça veut dire que c'est quelque chose de public. Ou des il y a pas que c'est bon, là je suis d'accord. Mais quand quelqu'un prend le temps de qui, bon, ça ne gâche pas l'espace public. Ça c'est entre lui et son Seigneur. Ça relève de son intimité. Maintenant, des fois, les journalistes peuvent se transformer en justicier, en Zorro. Et des fois, même ce qu'ils relatent peut ne pas correspondre avec la vérité. Alors, on verra pour un article, quelles sont les différentes composantes d'un article, selon vous? Un article de presse. Par exemple, Asmaou Diallo, accusé de crime d'infanticide. Asmaou Diallo, sauvé par son avocat, maître Seba Danfaka. Il y a quelque chose ici en texte. La structure, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Oui. Le titre? Oui. Ouais. Considéré comme le résumé de ce qui est à l'intérieur. L'intérieur de l'article. Il y a ce qu'on appelle l'attaque, ouais. Qui donne une brève explication du titre même. Ouais. Et en plus, il y a une autre partie plus développée qui vient sur les grands détails de la Très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc, pour un article, ça dépend. Hein? Tout le monde ne fait pas la même chose. Vous verrez dans des journaux où il n'y a pas... Ici, on peut l'appeler chapeau. Des fois, dans le langage ordinaire, courant journalistique, on l'appelle chapeau. Chapeau. Il se dit là, le petit texte introductif, là, souvent en gras, qui est différent. Donc, dans le titre, il peut y avoir plusieurs sous-ensembles. Il y avoir un sous-titre. Vous avez vu, un sous-titre. Le titre principal, c'est ça. Amsaou Diallo, Asmaou Diallo, sauvé par son avocat. Ça, c'est le titre principal. Mais il y a aussi un sous-titre. Accusé d'un crime d'infanticide. Donc, le journaliste essaie d'expliquer le contexte du titre. Donc, le titre, c'est en gras. Il y a un sous-titre. Comme on pouvait avoir juste un titre, c'est-à-dire sans sous-titre. Il peut y avoir même des articles où il y a un sous-titre. On a parlé de sous-titre, de titre et de sous-titre. Vous verrez des articles, je ne sais pas s'il y en a ici, où il y a la panoplie de titres. Tout cela, c'est ce qu'on appelle la titraille. L'ensemble de ces titres-là, la titraille. Par exemple, ça, c'est les sous-titres. On a dit scène de choc pour un diadème. Ibrahim qui passe, qui donne son avis, ça le Diop, etc. C'est les sous-titres. C'est-à-dire, il y a un titre principal, mais on détaille encore le titre. Voilà. Maintenant, l'article, l'introduction, pour parler comme les littéraires, c'est ce qu'on peut appeler le lead, l'attaque, c'est-à-dire ce qui tire l'article. C'est la substance
sens. Ah ouais. Je m'excuse. Ouais. Mais par rapport à l'étudiant musulman, oui. Est-ce qu'on a tout le temps le même cas? Non. Ah ouais. Notre ligne éditoriale, ouais. c'est que nous sommes des étudiants musulmans. Ouais. Comme vous l'avez dit tantôt, l'information va être vérifiée. Ouais. Et même s'il est vérifié, on doit se poser la question de l'utilité. Oui. Maintenant, si nous prenons l'exemple de l'étudiant musulman, parce que ce qui nous pose problème pour la plupart des gens, oui. Au niveau de la rédaction, c'est ceux qui écrivent en fonction de ce qu'ils voient à l'extérieur, c'est-à-dire les journaux hebdomadaires. Ils écrivent en fonction de ça. Et des fois, dans la correction, en comité de correction, on a des problèmes. On peut rencontrer du moins des problèmes parce que nos lignes éditoriales est définie par rapport à ça. Maintenant, on peut se demander la question, comment on fait pour supprimer certaines parties, mettre certaines parties. Et là, on voit que peut-être on peut scamper l'idée de l'auteur. Maintenant, si nous prenons l'exemple de l'étudiant musulman, pour la plupart des gens, ils rédigent pour l'étudiant musulman. Donc, peut-être ils rédigent, mais pas par rapport à l'étudiant musulman. Donc, si nous focalisons... On a un exemplaire de l'étudiant musulman. C'est ça, très bien. Maintenant, là, la différence qu'on aura, c'est que sur la forme, rien ne nous empêche d'utiliser les techniques que les autres ont pour accrocher. Maintenant, sur la façon de faire, sur le fond, sur la vérification de ce qu'on met dans l'étudiant musulman, là, il faudra être extrêmement vigilant. Donc, ce n'est pas une obligation qu'il y ait dans tous les articles un titre, un chapeau. Parce que souvent, pourquoi les gens mettent des chapeaux? Parce que les gens sont de plus en plus paresseux, entre guillemets. Ils lisent les articles en diagonale. Maintenant, pour permettre aux gens qui veulent aller vite, par exemple, je vois le matin 15 journaux, c'est difficile de lire tous les articles de 15, on n'a même pas ce temps-là. Hein? Moi, je vois juste sur les titres, etc., les articles qui m'intéressent, qui attirent mon attention. Donc, celui qui écrit, même pour l'étudiant musulman, c'est vrai que l'étudiant musulman, c'est un journal plus de fond, d'analyse, qu'un journal qui donne des informations fraîches, factuelles, rapides, qui sont dépassées. La preuve, c'est un trimestriel. Donc, on a le temps de bien étudier les articles, de revenir sur des faits. C'est pas, c'est beaucoup plus un journal d'analyse, d'opinion, qu'un journal de faits comme l'Observateur, ou Le Quotidien, ou Al-Fadji, etc. Donc c'est différent. Par exemple, l'étudiant musulman peut être comparé avec le monde diplomatique, par exemple. Parce que le monde diplomatique, c'est pas ceci s'est passé ici, etc. C'est pas des nouvelles brutes, bon, pas très bien analysées qui sont publiées. C'est beaucoup plus des articles de fond. Trump entame un début de mandat hostile aux musulmans. Ça, c'est un exemple d'article où on essaie d'analyser un peu la gouvernance Trump. On n'a pas dit Donald Trump a été élu, je sais pas, le 8 novembre 2017, etc. Non, non, non. C'est juste plus de l'analyse. Il y a des articles aussi où c'est des enquêtes où on pousse par exemple sur le tabagisme. Maintenant, rien dans l'absolu ne vous oblige à utiliser la même structure. Mais on peut utiliser des techniques de merchandising, c'est-à-dire de marketing, qui fassent que le journal attire plus. C'est-à-dire on essaie de combiner le fond et la forme. C'est-à-dire certes, on a une ligne éditoriale claire, on essaie de faire des articles poussés, fouillés, on collecte, mais on peut respecter les formats classiques d'écriture. C'est-à-dire,
on ne met pas des dates. C'est vrai qu'il y a des journaux qui sont beaucoup plus des revues, documentaires, où bon, c'est des articles très longs, parce que c'est fouillé, on donne des diagrammes, des graphiques, des textes, etc. Ça, c'est un choix. Par exemple, manière de voir, c'est un peu ça, son option, manière de voir publiée par le groupe Monde Diplomatique. C'est des articles très longs, souvent c'est des universitaires qui écrivent, des spécialistes, des experts. Mais ici, comme on est à l'université, moi je suggère qu'on écrive des articles relativement accessibles, simples. C'est-à-dire on est dans la véracité des faits, on est dans une ligne éditoriale de responsabilité, une ligne éditoriale marquée par les valeurs de l'islam, vérité, de paix, d'épanouissement, d'éducation, de sensibilisation, d'information, de partage. Mais cela ne nous empêche pas d'utiliser des canevas classiques qui sont, bon, al-hikmatu dalatul mu'min, la sagesse, c'est le bien, entre guillemets, perdu du musulman, du croyant. Le parfait, si on peut copier, on n'a pas besoin de recréer la roue. Hein? On l'utilise. Hein? On l'utilise. C'est-à-dire écrire des articles qui sont percutants. C'est-à-dire des articles qui sont utiles, mais qui sont incitatifs aussi. Ça aussi, ça, c'est dans le choix des thèmes. Quel thème choisissons-nous dans l'étudiant musulman? Quand il y a une réunion de rédaction étudiants musulmans, on essaie de choisir des thèmes qui intéressent, parce que là aussi on verra. Dans l'écriture journalistique, il y a ce qu'on appelle l'intérêt. L'intérêt. Est-ce que cet article est digne d'intérêt? Intéressant. C'est vrai que c'est une notion relative. Hein? Quelque chose peut m'intéresser et ne pas intéresser une autre personne. Mais on doit tout faire pour que l'article intéresse le maximum de gens qui sont visés. C'est la cible. C'est comme les marketiciens, ceux qui font marketing. Les services commerciaux dans les entreprises. Ils étudient le marché. Ils étudient le marché, ce qu'on appelle l'étude de marché. Avant de vendre, il faut que comme aux gens. Ils ne sont pas venus comme ça avec des diailles. Ils ont étudié le marché sénégalais. Ils ont étudié le pouvoir d'achat. Pourquoi ils fatiguent actuellement nos vendeurs dans les marchés là? Parce qu'ils les ont trouvés sur leur propre terrain. Ils vendent tout parce qu'ils ont segmenté le marché. Dans les moindres détails ce que le client, le consommateur veut. Ils essaient maintenant de tout. Maintenant, il ne s'agit pas ici de... बरकतों से दामन भरता है तू।